Comme vous saviez tous que tous les médecins détestent c'est le recrutement. C'est le recrutement des muscles accessoires. Donc, on va essayer ce soir de vous parler de la détresse respiratoire chez l'enfant. À vous la parole, Dr. Abbas. Salam alaikum, vous m'entendez là? Oui, Samini? Merci. oui, Samina. Donc voilà, bonsoir chers collègues. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir pour vous présenter un sujet aussi intéressant. Donc, et c'est aussi l'occasion pour mettre fin à cette discrimination auquel les pédiatres sont victimes dans ce groupe. Actuellement, on est actuellement après 15 cours, je pense, ou 20 cours, et c'est les premiers cours qui concernent l'enfant. Donc, on veut bien et on réclame, on veut que cette discrimination cesse. Et désormais, après chaque 5 cours adultes, il faut avoir un cours pour l'enfant. Surtout que nos collègues généralistes, souvent, ils ont des soucis avec les motifs pédiatriques. Ça, c'est une réalité. La majorité ici sont des généralistes et des anciens, des spécialistes qui sont passés par là. Et on sait tous que l'enfant pose un problème aux urgences souvent. Donc voilà, pour ne pas tarder, comme vous le savez, ce cours est un cours large, donc on va essayer d'être plus pratique d'abord pour rafraîchir la mémoire pour nous tous, en vous citant et vous rappelant les causes de détresse respiratoire. Et pour rester schématique, on va aller des causes hautes, c'est-à-dire de voies respiratoires hautes, puis les voies respiratoires basses, et terminer par les parenchymes pour ne rien oublier. Et à la fin, nous allons faire des cas cliniques pratiques pour essayer de focaliser les notes déjà obtenues lors de la révision. Donc voilà, Votre écran. on commence. Donc, oui, il est bien visible, docteur Sidina? Votre écran. Votre Il écran est bien partagé? Ah, il est partagé? Oui, oui, il est partagé, oui. Oui, Il est partagé. oui c'est Oui. partagé. Donc voilà, on va essayer d'être pratique avec moins de définitions. Donc toute analyse d'une détresse respiratoire chez l'enfant, comme vous le savez, doit se baser sur les éléments suivants. D'abord, les constantes, donc dont la température, la fréquence respiratoire et la saturation obligatoirement, l'état de conscience de l'enfant. Ces antécédents sont de grande utilité, c'est-à-dire s'il est un ancien prématuré, ça compte beaucoup. S'il présente une cardiopathie congénitale connue, et savoir aussi l'utilité de vérifier le carnet de vaccination de chaque enfant. L'histoire de la maladie et l'histoire de contagion est très utile parce que des contages avec des rhinites ou bien des notions de passage aux crèches, ça rend l'hypothèse de certaines étiologies très probable. À l'examen clinique, on commence toujours par l'inspection qui est objet avec l'utilité d'observer la fréquence respiratoire et de qualifier le temps de dyspnée. Est-ce que c'est inspiratoire aux 2 temps? Est-ce que c'est expiratoire? Est-ce que c'est avec un wheezing? De savoir identifier les signes d'élite le plus tôt possible et complété par une palpation et une percussion aussi. Et l'auscultation a d'utilité primordiale ici, car des râles crépitants en inspiratoire sont généralement synonymes de pneumonie, alors que des râles sous-crépitants aux 2 temps, c'est en général un encombrement. Et ainsi, les râles sibilants sont synonymes de wheezing, de bronchospasme. Il n'est jamais oublié d'ausculter l'équerre et de palper le pouls, parce que parfois on peut être amené à objectiver tardivement des cas de coarctation de l'aorte. Et enfin, il faut savoir identifier une détresse respiratoire aiguë pour pouvoir intervenir à temps. Donc, pour cela, il faut savoir traiter en urgence et
il faut avoir le minimum de matériel. Ça, on insiste beaucoup sur ce point parce qu'actuellement, c'est franchement, je peux pas, pour ne pas dire honteux, mais on va dire obligatoirement, non, tout médecin de garde aux urgences doit avoir à côté au minimum un saturomètre parce qu'il est temps pour éviter l'oxygénothérapie à l'aveugle et donner à chaque conduite sa place. Pour cela, il faut savoir la saturation, si elle est basse, oxygénothérapie, bien sûr. L'intérêt en cas de wheezing, on va... Docteur Sidine, vous m'entendez là? Parce que je vais essayer de... Oui, oui. Parce que l'écran n'est pas plein. Comment je vais faire pour... Donc, tu peux... Oui, c'est bien. Là c'est mieux. Là, c'est mieux. C'est bon. C'est bon. Donc, en cas de saturation basse, en cas de saturation basse, c'est l'utilité d'une oxygénothérapie. Le wheezing, c'est souvent synonyme de nébulisation par du bêta-mimétique, mais ce n'est pas toujours le cas parce que parfois on est devant des tableaux de pseudo-asthme ou tableaux de cardiopathie. Et si on met d'emblée nébulisation de bêta-mimétique, ça risque d'aggraver la situation. En cas de, généralement, avec des saturations basses inférieures à 85, on est amené à aller jusqu'à 3 litres, 2, 3, pas plus. Le masque à haute concentration, on les utilise généralement en cas d'intoxication au monoxyde de carbone. En cas d'apnée, il faut pouvoir intervenir rapidement par des ventilations manuelles. On commence d'abord par les étiologies des voies hautes, dont le chef de file est la laryngite aiguë, qui est une étiologie bien sûr virale, qui concerne les enfants de moins de 3 ans, avec à la clinique triade caractéristique, une dyspnée laryngée avec une toux rauque abouillante, une fébricule et parfois un cornage, qui est synonyme d'un obstacle sous-glottique. Il faut savoir qu'il existe pas mal de diagnostics différentiels. Et c'est en fonction de l'âge. Avant 3 à 6 mois, la laryngite virale est très rare. Donc, par contre, il existe pas mal d'étiologies. Pour les nouveau-nés, laryngomalacie, d'où l'utilité d'endoscopie parfois systématique, et les paralysies laryngées aussi. Pour les nourrissons inférieurs à 6 mois, il s'agit parfois d'un angiome sous-glottique, de sténose et même de RGO. Après l'âge de 6 mois, là, avec la fièvre, on est typiquement devant une laryngite virale sous-glottique. L'association entre fièvre et hypersialurée est synonyme d'épiglottite aiguë par hémophilus influenza. Il existe aussi le laryngotrachéite à cet âge. En cas d'apyrexie, il faut savoir évoquer la cause anaphylaxique ou bien l'inhalation d'un corps étranger laryngé, surtout lorsqu'il s'agit surtout s'il s'agit de l'âge de l'appréhension. Voilà. Donc, comme conduite à tenir pratique devant la laryngite aiguë, il faut faire une nébulisation par adrénaline pendant 10 à 15 minutes à renouveler au besoin. Une cortico après amélioration s'impose bien sûr avec du Soliprède. Ici, j'ai dit bien Soliprède, mais c'est à dosage de 1 à 2 mg par kilo, mais ce n'est pas obligatoirement du Soliprède tout court. Vous pouvez utiliser du Célestin de forme goutte ou comprimé, comme vous voulez. L'essentiel, c'est de ne pas dépasser le 3 à 5 jours de médication. La surveillance clinique s'impose. Si amélioration au bout de 2 à 3 heures chez un enfant supérieur à 6 mois, retour à domicile avec ordonnance toujours de cortico. Sinon, amélioration enfant inférieur à 6 mois, l'hospitalisation s'impose avec utilité d'un avis ORL pour éventuelle endoscopie. En cas de signe de gravité
d'emblée, il faut référer l'enfant à une unité de réa et prévenir même les ORL pour éventuelle endoscopie. Deuxième cause de cette fois-ci de voie respiratoire basse, s'il s'agit de la bronchiolite aiguë du nourrisson, qui est bien sûr une étiologie virale avec une obstruction prédominante au niveau des bronchioles et un wheezing et des sibilants caractéristiques. L'âge est bien sûr inférieur à 2 ans, mais les nouveau-nés ne sont pas du tout épargnés. Le virus est le virus respiratoire syncytial avec 70%, comme vous le savez. La sévérité est évaluée par l'existence des signes d'élite. Et il faut savoir que la répétition de bronchiolite facilite généralement le passage à l'asthme du nourrisson. Le contexte hivernal à ne pas oublier. Voilà, ici j'insiste beaucoup sur la persistance des symptômes pendant quelques jours et généralement ici c'est un piège pour nous tous, que ce soit des pédiatres ou des généralistes. Parfois les parents font pression sur les médecins pour pouvoir prescrire de l'antibiothérapie, donc il faut pouvoir les rassurer à temps en leur expliquant qu'il s'agit d'une cause virale et que les symptômes et surtout la toux peut persister pendant une semaine à 10 jours et qu'il faut un traitement symptomatique et que parfois et que souvent le nourrisson, l'enfant élimine le virus au bout de deuxième semaine. Ici, je vous cite les différentes étiologies. Le virus respiratoire, il est à 50 à 80%. Et le coronavirus existait auparavant et actuellement plus. L'examen clinique en cas de bronchiolite est primordial. Il faut regarder la respiration du nourrisson, compter la fréquence respiratoire, évaluer le freinage, évaluer la réactivité et la vigilance. Voir l'enfant boire, c'est très intéressant parce que difficulté alimentaire, elle est généralement synonyme de cardiopathie qui impose un bilan étiologique d'emblée. Les examens complémentaires, je ne peux pas dire, ils ne sont pas du tout obligatoires, ça c'est sûr, mais au besoin, on doit les faire, surtout en cas de décision d'hospitaliser, avec radiothorax et qui montre une distension et parfois des atélactasies, un bilan infectieux. Attention au tableau de bronchiolite qui peut révéler, comme vous le savez, une défaillance cardiaque. Ici, je vous donne l'exemple de 31 cas de myocardite aiguë qui ont consulté au service des urgences et le motif était différent selon les symptômes. Détresse respiratoire à 21% de ces consultations, le motif était une détresse respiratoire. Alors qu'après les investigations, l'exploration et la radio, bien sûr, on est tombé sur une myocardite. Donc, attention les amis. Il faut savoir que les signes d'insuffisance cardiaque chez l'enfant sont tellement différents que chez l'adulte. Donc, c'est bien sûr en fonction de l'âge. Pour le nourrisson, comme j'ai dit tout à l'heure, la difficulté alimentaire est un élément primordial. La dyspnée avec polypnée au repos ou à l'effort, l'asthénie et la stagnation pondérale. Pour l'enfant, c'est généralement presque les mêmes signes que chez l'adulte. Les traitements de la bronchiolite, jusqu'à l'heure, il n'y a pas un traitement consensuel. Donc, chaque équipe essaye de faire des pratiques quotidiennes, mais il y a des recommandations, parmi lesquelles que les traitements est bien sûr symptomatique. La désobstruction nasale, il ne faut pas hésiter. Et ça, on ne cesse de rappeler à nos collègues qu'il faut avoir la prescription facile des stérimar bébé et les mouches bébés avant et après chaque crise. Une bonne hydratation s'impose, éviter le tabagisme, le couchage proclive à 30%, ça aide beaucoup. L'oxygénothérapie, c'est en fonction de désaturation. C'est pourquoi j'ai insisté sur l'utilité d'avoir un saturomètre.
Les bronchodilatateurs, pas d'efficacité, mais certaines équipes les préconisent pour motif X. Les corticos systématiques ou inhalés, aucune preuve d'efficacité. Les antitussifs mycolytiques, pas du tout recommandés, ni l'antibiothérapie. La place des kinés en cas d'encombrement, bien sûr. Voici les critères d'hospitalisation et c'est aussi le moment de référer pour nos collègues généralistes à l'intérieur. Si je suis devant un ancien prématuré, une suspicion de dilatation de bronches, quand je suspecte une cardiopathie congénitale, un cas de respiration très irrégulière, de saturation avec oxygénothérapie, difficulté de prise de biberon, tout ça, ce sont des moments à référer l'enfant à temps à une unité spécialisée. N'oublions pas qu'après 3 bronchiolites, c'est la règle d'or, que souvent c'est un synonyme de l'asthme du nourrisson. Et c'est l'enfant suffleur. Je vous laisse cet arbre décisionnel et qui vous rappelle toujours comment décider pour suspecter. Chez les enfants en âge préscolaire, il faut savoir qu'il existe des caractéristiques qui suggèrent un diagnostic d'asthme. Donc, ces caractéristiques sont bien sûr les toux nocturnes, non productifs, à répétition, ou un wheezing récurrent, ou en cas de souffle typique à l'exercice, ou en riant ou en pleurant. L'activité réduite aussi est un synonyme qui exige la recherche de l'asthme chez l'enfant à l'âge préscolaire, l'histoire familiale d'allergie ou d'asthme dans la famille, ou un cas d'un enfant qui s'est amélioré progressivement après une cortico inhalée ou à faible dose, et après l'arrêt de cette cortico, la crise récidive. Donc, c'est fort probable un asthme. L'asthme chez les enfants âgés de moins de 5 ans, il faut savoir qu'il existe pas mal de diagnostics différentiels, qu'il faut y penser toujours. C'est surtout en cas c'est surtout les infections respiratoires récurrentes ou les infections respiratoires à répétition, les reflux gastro-œsophagiens, l'inhalation du corps étranger, la tuberculose, les cardiomyopathies congénitales, la mycoviscidose comme maladie chronique et la dyskinésie ciliaire primitive. Généralement, dans les étiologies, avec la mycoviscidose, on a un enfant qui est avec une toux très productive qui impose la kiné. Et même on termine avec l'anomalie de l'arc trachéal, les dysplasies et les déficits immunitaires. Voilà la conduite à tenir pratique en cas de crise d'asthme. On commence toujours avec traitement d'urgence par des bronchodilatateurs inhalés. On essaye de faire une nébulisation, voire 3 nébulisations. On commence la première nébulisation et par la suite, on réfère la deuxième après 20 minutes. On est autorisé à faire une troisième aussi après 20 minutes. Et on donne généralement du salbutamol avec dosette. Il y a celle dosette de 1,25, c'est en fonction de l'âge de 1 à 3 ans. Il y a 2,5, il y a même du 5. On fait des nébulisations. Après ces nébulisations au salbutamol, ventoline, on évalue. La saturation, elle est supérieure à 92% sous l'air ambiant. C'est tellement rassurant. Donc, on peut laisser l'enfant retourner à domicile avec du ventoline spray. On fait, ou s'il s'agit d'un nourrisson, un petit enfant avec chambre d'inhalation, s'il peut prendre des bouffées de ventoline spray, on va lui donner 2 bouffées 4 fois par jour pendant 4 jours et par la suite, ou bien 2 bouffées 2 fois par jour pendant 3 jours. Et on révalue avec du corticothérapie, bien sûr. Et ici, j'ai écrit Solipred, mais vous pouvez donner du Célestine, gouttes ou comprimé, comme vous voulez. L'essentiel, c'est de ne pas dépasser le dosage habituel et pour une durée de 3 jours à 5 jours. Après cette cortico et le ventoline à la première consultation, si l'enfant refait encore la crise, dans ce cas, le traitement de fond s'impose avec du cortico inhalé, du genre Flixotide,
et qui impose aussi généralement une consultation spécialisée. Donc, il faut pas avoir l'habitude de traiter aux urgences facilement l'asthme une première fois, c'est pas grave, deuxième fois, mais à partir de deuxième consultation, il faut se poser l'utilité de donner un traitement de fond. Pour cela, pour le reste, vous m'entendez là, docteur Sidina? Oui. En cas de non-amélioration, ça c'est une prise en charge qui concerne, qui impose une hospitalisation à réanimation. Donc, vous êtes autorisé à jouer là, à la première, deuxième consultation et de suggérer le traitement de fond par un pédiatre de préférence ou obligatoirement parce que ça concerne que l'enfant. Voilà, la quatrième cause, on est actuellement au parenchyme, donc ce sont les pneumonies aiguës communautaires, donc dont l'origine est certainement basse, avec comme signe clinique une toux fébrile et l'un des paramètres suivants, soit une augmentation de fréquence respiratoire ou l'existence de signes d'élite. L'anomalie à l'auscultation souvent caractéristique, c'est un syndrome de condensation, comme vous le savez, avec diminution du murmure vésiculaire, des crépitants en foyer et la radio, comme vous le voyez ici. Et l'objectif, une pneumonie franche lobaire aiguë. On trouve une opacité alvéolaire qui est bien systématisée ici, côté basal. Et la deuxième étiologie ou deuxième cause de pneumopathie aiguë communautaire à ne pas oublier, ce sont les causes de pneumopathie interstitielle. Et ici, comme vous le voyez, il s'agit bien d'un infiltrat unilatéral. Ils sont là, des infiltrats. Alors que par contre, ici, on est devant une opacité systématisée au niveau du lobe, synonyme d'une opacité alvéolaire et d'une pneumonie franche lobaire. Je vous laisse les caractères des signes de gravité pour ne pas perdre du temps. Voilà, pour les traitements, il faut savoir comment traiter et ne pas traiter n'importe comment. Par ce qu'on voit d'habitude, tout le monde donne du n'importe quelle antibiothérapie, de l'oroquin, l'augmentin et tout ça. En pédiatrie, il faut être schématique. Il faut pas essayer, parce qu'on craint beaucoup l'antibiorésistance. Donc, il faut pouvoir connaître les causes pour traiter correctement. Un cas, et c'est en fonction de 3 schémas suivants. Premier schéma, en cas de pneumonie sans signe de gravité, donc, et on est avant l'âge de 3 ans. Ici, on craint beaucoup le pneumocoque, qui est l'agent le plus fréquent avant l'âge de 3 ans. Donc, on peut donner bien sûr l'amoxicilline à 80 à 100 mg par kilo par jour en péros sans dépasser 3 grammes pendant 10 jours. En cas d'allergie aux pénicillines ou sans contre-indication de céphalosporine, on peut donner de céphalosporine 3e génération, en injectable cette fois-ci. Une contre-indication au bêta-lactamine impose une antibiothérapie adaptée par voie injectable. 4e point, en cas d'absence de vaccination ou les vaccinations incomplètes, ici, donc, on craint beaucoup l'hémophilus influenza de type B, et ce qui impose de donner l'amoxicilline à acide clavinalique. Donc, c'est un cas qu'on le voit généralement en consultation, des enfants qui viennent nulle part, sans carnet de vaccination. Donc, le fait de donner un augmentant devant cette symptomatologie, ce n'est pas du tout faux. Par contre, c'est correct, mais à dose adéquate et pendant une durée complète de 10 jours. Le deuxième schéma, en cas de pneumonie sans signe de gravité, mais après l'âge de 3 ans. Ici, on craint le pneumocoque, mais aussi le mycoplasme, donc les germes atypiques. Donc, il faut traiter, en cas de tableau évocateur d'une infection à pneumon, il faut donner de l'antibiothérapie recommandée, c'est-à-dire l'amoxicilline, à dose correcte, pendant une durée correcte aussi. Mais en cas de tableau évocateur d'une infection à mycoplasme, par exemple, avoir une conjonctivite ou signe d'infection par des germes atypiques. Donc, il ne faut pas hésiter de donner d'un macrolide en association avec de l'amoxicilline si possible.
On donne azitro pendant 3 jours, et ça existe de forme ici, qu'on le vend sous le nom de Macromax, ou bien du Zeclar, ou bien du Josacine pendant 14 jours. En cas de pneumonie avec signe de gravité, on craint toujours le pneumocoque, donc il faut hospitaliser par voie IV avec, en cas de vomissement, altération de l'état général, ou en cas de certaines formes associées à des drépanocytaires. Ici, avec des signes de gravité, les pneumonies, on est autorisé à donner un C3G injectable dans les formes sévères, ceftriaxone ou cefotaxime, ou en cas de pleurésie purulente. Voilà les pneumopathies comme complication de pneumonie. Et donc ici, on est devant une pleurésie, vous voyez, avec un syndrome d'épanchement, fait d'une matité, de douleur thoracique, une silence auscultatoire typique, une CRP généralement très élevée, une ponction pleurale ici s'impose avec des protides très élevés. Il faut faire la culture avec l'antibiogramme et généralement on préfère avant tout geste de ponction faire une échographie pleurale. Pour l'utilité, c'est d'éviter de trouver des cloisons parce que parfois on réalise l'écho en cas de pleurésie et on regarde s'il existe des cloisons. Là, on ne peut pas ponctionner. On est obligé de faire une TDM pour éviter de faire une ponction sur une malformation ou une tumeur. La durée de traitement pendant les pleurésies, il faut la respecter. Et la cortico, son utilité, elle est discutée. Voilà, on arrive au cas clinique. Et ici, j'ai beaucoup insisté pour que les formes de cas cliniques soient des cas cliniques pratiques de notre quotidien. Ici à l'hôpital mère-enfant. Donc, j'ai collecté quelques cas. On commence par le cas numéro 1. Voilà, il s'agit de Moulay, 2 ans et 6 mois, et est amené à la consultation pédiatrique par sa mère parce qu'elle préçoit chez son enfant depuis 48 heures les signes suivants. Un sifflement expiratoire confirmé par l'examen clinique et qui décèle entre autres une discrète polypnée sans gêne respiratoire avec notion d'accès de suffocation brutale. À l'auscultation, il existe du murmure vésiculaire moins perçu du côté droit. Le reste de l'examen ne révèle aucune autre anomalie à l'arrivée. Je dis bien à l'arrivée. L'enfant est toujours bien portant jusqu'aux ces derniers jours. Donc, voilà la radio. Quelles sont les anomalies visibles sur la radio? Vous voyez ici, au niveau du poumon droit, une hyperclarté de piégeage. Elle prend tout le poumon droit et qui est synonyme souvent d'un radio qui est fait au moment de l'expiration. Et l'étiologie la plus probable pour nous, voilà, c'est une hyperclarté du poumon droit qui est synonyme d'une distension unilatérale, une hyperfiltration par piégeage et les surélévations de la coupole, gauche ici, c'est bien une surélévation et on voit la trachée, elle est bien dessinée ici avec une atélactasie ou attraction médiastinale. Donc, il y a une déviation. Vous voyez la trachée, déviation trachéale. C'est synonyme d'atélactasie. Donc, on retourne à l'hypothèse diagnostique après. Mais quelle hypothèse diagnostique? Pour vous, comme pour moi, certainement, on évoque une inhalation de corps étranger bronchique. Et voilà, je dis bien que cette
C'est une radio faite au moment de l'expiration, parce que, comme vous le savez, le passage de l'air en inspiration, c'est un passage actif. Donc, le poumon, le passage de l'air arrive jusqu'au poumon sans souci. Mais en cas de corps étranger, au niveau de branche principale droite, le retour de l'air, c'est un phénomène passif. Donc, il y a ce qu'on appelle piégeage avec une hyperinfiltration. Donc, on voit le poumon qui est noir. Mais aussi, on vous rappelle deux messages que radio en expiration, en inspiration, en cas d'inhalation de corps étranger, on peut tomber sur radio normale. S'il est anormal, très rarement. Donc, il ne faut pas hésiter. Si l'enfant, les parents confirment un syndrome de pénétration avec asphyxie, d'installation brutale, ou un enfant qui était en train de jouer, de suspecter inhalation de corps étranger. Il ne faut pas attendre que vous voyez une radio aussi typique comme celle-ci. Et parfois, on a des images où un corps étranger, il est radio opaque. On arrive à le voir, mais parfois, plus souvent, ce sont des jouets qui ne sont pas radio opaques. Donc, quel examen complémentaire vous devez prescrire dans l'immédiat et dans quel but? Voilà, c'est bien sûr une bronchoscopie au type rigide. Depuis 2, je pense, ou 3 ans, on le réalise ici à Nouakchott. Donc, il ne faut pas hésiter à la demander au centre de référence. Il y a une équipe qui fait la bronchoscopie. Ici, le BI est bien sûr un BI diagnostique et thérapeutique. Et moi, dans ce même cas, on est tombé sur un siffleur. Donc, le corps étranger, c'est un siffleur, Zozaes Khayre, et qui est passé par le voie respiratoire. Donc ici, imaginons que l'enfant n'a pas été diagnostiqué autant, on peut voir pas mal de complications, parmi lesquelles des complications immédiates ou retardées, dont l'immobilisation du corps étranger avec obstacle, une surinfection, un abcès pulmonaire, une atelectasie, ou bien certaines complications lors de l'essai de l'extraction. Et ici, je vous rappelle une chose, que tous les manœuvres de sauvetage que vous voyez sur YouTube et tout ça sont de grande utilité, comme les manœuvres de Imlich et tout ça, mais il faut les faire quand l'enfant il est en cas d'asphyxie. Et quand l'enfant il respire correctement, que le corps étranger est déjà passé dans le voie respiratoire, il faut les laisser tranquilles, les référer aux urgences et ils vont intervenir par endoscopie pour enlever le corps. Pas besoin de le frapper sur le dos ou de lui faire quoi que ce soit. Ça risque de faire descendre le corps étranger et de faire compliquer les choses. Les causes, les complications retardées, pneumopathie à répétition, des emphysèmes, des dilatations de bronches. Deuxième cas, si un nouveau-né à 1 mois de vie, mère G1P1, grossesse suivie, anamnèse infectieuse imprécise, accouchement par voie basse avec Apgar correct, et on note une légère détresse respiratoire transitoire, après laquelle l'enfant est retourné à domicile sans aucune plainte, mais à J15 de vie, il consulte au service de néonat pour une détresse respiratoire avec Silverman à 4/10 et une polypnée tocoquinthèse avec notion de contagion viral dans la famille. La saturation à l'air ambiant, elle était à 86%, où il a été mis sous l'oxygène. La radio à l'admission, elle a été faite, l'objectif. Voici la radio. Et quelle anomalie radiologique on peut suspecter? Il ne faut pas trop penser, bien sûr, ici à l'eutymisme. On peut suspecter une opacité ajoutée, mais moi, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est l'hyperclarté. C'est triangulaire, voilà, qui peut évoquer
ou en première intention un pneumothorax. C'est une hyperclarté systématisée à droite avec poumon droit qui est rétracté. Vous voyez, le poumon droit, il est rétréci, rétracté. Il n'existe que cette hyperclarté. Donc, on a pensé à un pneumothorax. Avant de retourner à l'histoire du pneumothorax, et avant la sortie du bilan, vous décidez de mettre une antibiothérapie. Quelle molécule choisissez-vous et pourquoi? Ici, n'oublions pas l'anamnèse, l'infectieuse, elle est imprécise. C'est un nouveau-né à 1 mois de vie. Donc, n'oublions pas qu'en matière de néonat, on ne donne pas d'antibiothérapie tout seul, antibiothérapie unique, non. C'est généralement des bithérapies ou trithérapies. Et cet enfant, il a été mis sous claforant, ampi et janta. Et c'est normal, car on craint chez le nouveau-né, bien sûr, les streptobes, les colis, les Escherichia coli en cas d'infection maternelle, ou en cas d'anamnèse infectieuse douteuse. Donc, le fait de donner claforant, c'est très bien. L'ampi est toujours de grande utilité parce qu'il y a le strepto B à cet âge et on ne sait pas cet enfant il vient d'où, l'anamnèse infectieuse, pas beaucoup d'éléments, donc il vaut mieux faire une trithérapie. À H7 post-hospitalisation, l'auscultation avait objectivé une diminution du murmure vésiculaire, décrépitant en foyer apical. Vous décidez de réaliser un radiothorax pour confirmer le premier diagnostic. Vous pensez toujours au pneumothorax et voilà, vous décidez de refaire à H7 un radiothorax. C'est une chose habituelle. Donc voilà, la radio et la deuxième radio, elle n'est pas du tout comme la première. Voilà, on a une opacité au niveau apical, bien systématisé, alvéolaire, bien systématisé, et qui fait suspecter en première intention une pneumonie franche lobaire. Il n'y a plus d'éléments, il n'y a plus du poumon rétracté, il n'y a plus d'image du pneumothorax. Donc voilà, toute l'étiologie a été bouleversée d'une radio à une autre. On reste toujours avec notre patient. Le bilan infectieux initial avait objectivé un CRP-A6, NFS normal. Le test COVID-PCR a été réalisé, qui est négatif. Malgré 10 jours d'antibiotiques, l'enfant est resté sous oxygénothérapie, avec occasionnellement des accès de toux et cyanose avec désaturation et parfois des sibilants. L'écho-cœur a été réalisé, elle est normale. Et à 1 mois d'hospitalisation, vous décidez de réaliser une imagerie de plus. Laquelle choisissez-vous? Pour moi, et certainement pour vous, on complète par une TDM parce que c'est obligatoirement raison de plus pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau du parenchyme, au niveau du thorax. Voilà, la TDM a été réalisée. On a des images typiques en verre de poli. Vous voyez comme ça, en verre de poli. Donc, actuellement, l'étiologie des causes virales est fort probable et la négativité de PCR qu'on a réalisée en première intention, elle ne représente que 60% parce que la fiabilité des tests PCR ne dépasse pas ça. Donc, l'étiologie reste toujours probable. Donc, comme je les ai dit, on a mis en question l'étiologie de séquelles de virose parce que c'est l'étiologie la plus probable selon le contexte et l'histoire. D'autres pathologies, bien sûr, chroniques nous semblent moins probables, mais vous pouvez bien sûr y penser, dont certainement la mycoviscidose, la maladie ciliaire, l'asthme, mais l'étiologie n'est pas en faveur parce que l'installation était après un intervalle de 15 jours, donc l'enfant pourrait faire surtout qu'il y a un contagion viral dans la famille, je l'ai dit bien sûr dans le dossier,
et que par la suite, il a développé sa détresse respiratoire. Donc, les éléments sont typiques pour une cause virale. Par contre, pas de toux grasse ou pas d'encombrement qui est souvent synonyme de dilatation de bronches. Et aussi pas d'autres symptomatologies digestives ou autres synonymes de mucoviscidose. Donc, on est resté sur notre hypothèse. Cet enfant, c'est un enfant qui reste encore hospitalisé. Il est actuellement avec un chemin thérapeutique, avec une évolution, je dis bien, spectaculaire. On est passé à une cure d'antibiothérapie au macrolide pendant 14 jours avec nébulisation, avec nébulisation du salbutamol en cas de sibilant. Les chemins thérapeutiques, on a surtout qu'ici, on a devant des séquelles et des éléments de chronicité, de séquelles de virose qu'on suspecte. L'utilité d'une cortico par voie inhalée est tellement recommandée. Beaucoup des équipes l'imposent. Et c'est après une cortico inhalée avec du Plimicor, et on compte faire un relais avec du flictosone après une semaine de cortico en mode inhalatoire. Donc, l'étiologie a été bien notée avec sévrage d'oxygène progressif. Actuellement, il s'attire à 98 à l'heure. Les accès de toux sont devenus très espacés. Il boit ses biberons correctement avec 60 cc x 8, une bonne tolérance. Fort probablement, il pourra sortir avec cortico, avec chambre d'inhalation et retour à domicile avec un suivi régulier. Troisième cas, c'est un nouveau-né AJ23 de vie, mère G1P1, grossesse suivie, accouchement par voie basse, cri immédiat à la naissance, référé de Attar. Ici, je cite pour une détresse respiratoire fébrile, score de Silverman à 4/10 sous oxygène, polypnée. Un bilan infectieux était positif à l'admission avec CRP à 80. Voilà, sa radio à l'admission. Il a reçu 10 jours d'antibiothérapie. Au troisième jour déjà, il a marqué la pyrexie. Donc, le schéma thérapeutique, il était correct. Et sévéré d'oxygène à J6 d'hospitalisation. Alimenté correctement au sein, sorti à domicile. Voilà la radio réalisée après 7 jours d'antibiothérapie. Donc, c'est déjà un synonyme on marque de l'amélioration rapide sous antibiothérapie, claforan et ampigenta. Le quatrième ou le dernier cas clinique, c'est un nouveau-né à J0 de vie. Donc, vous êtes appelé à salle d'accouchement pour un bébé ici d'une mère G1P1, grossesse suivie, anamnèse infectieuse négative, accouchement par voie basse avec cri immédiat à la naissance, une détresse respiratoire qui est précoce dès la naissance, une saturation à l'air ambiant à 45% avec cyanose réfractaire à l'oxygène. La radio, on l'a réalisée à H2 de vie. Voici la radio. Un élément, vous voyez le cœur. C'est un aspect typique d'un œuf couché. C'est l'œuf couché qui est synonyme de bien sûr une cardiopathie congénitale, que vous savez très bien, qui impose la réalisation de l'écho-cœur dans l'immédiat. Il a été réalisé, qui avait objectivé une transposition de gros vaisseaux avec foramen ovale et un microcanal. Donc, c'est l'aspect, garder ça
en tête. Aspect en œuf couché. Elle est synonyme de transposition de gros vaisseaux. Voilà. Quels sont les choix thérapeutiques à proposer pour ce malade? J'ai malheureusement pas grand-chose ici en Mauritanie. On espère que les choses évoluent positivement parce qu'il y a que on doit faire une manœuvre qui est appelée manœuvre de Rashking, c'est-à-dire faire un passage par voie, par des cathéters ombilicales jusqu'à l'oreillette et pouvoir fermer le sang mélangé pour faire retourner le sang du gauche à son endroit et celle de droite. La prostine, son utilité et pour garder les canaux ouverts parce que ces nouveau-nés, généralement, ils ont une chance d'être en vie quand il existe un canal, donc un mode de compensation. Et généralement, parfois, on peut donner de prostine, mais gardez en tête que le manœuvre de Rashking, c'est lui qui peut sauver ses enfants en attendant une chirurgie dans 15 jours. Donc, et tout ça est actuellement bloqué parce que le manœuvre de Rashking, on peut bien le réaliser si on a des matériels, mais la chirurgie, depuis la crise et la pandémie Covid, on peut plus, ces bébés trouvent des difficultés à être évacués. Et c'est le cas de cet enfant qui est décédé, je pense, à J5. Voilà. Ici, je vous ai laissé les étiologies de détresse respiratoire néonatale parce que je me suis focalisé surtout sur les nourrissons, les petits et le grand enfant. Et parce que les causes des étiologies de détresse respiratoire néonatale, c'est généralement salle de naissance ou au service des néonates. Le score de Silverman aussi. Et voilà, je vous remercie. Pas mal de choses ont été discutées. Et voilà. Docteur Sidina, vous m'entendez? Merci beaucoup. Tu as bien géré ton temps. Tu nous as fait gagner quelques minutes. On va essayer de voir s'il y a des questions. Docteur Abbas, tu m'écoutes? Oui, oui, oui. Une question. On va essayer de prendre quelques questions. Il y a une question qui se pose très fréquemment. Est-ce que l'utilisation de l'oxygénothérapie et la saturation et des obstructions nasales uniquement et pas de corticothérapie, c'est une inhibilisation en bêta-démimétique en urgence? Et c'est-à-dire, vous parlez là vous parlez de cas de bronchiolite. Oui. N'est-ce pas? Oui, la bronchiolite. Voilà. Oui, oui, en cas de bronchiolite, la raison que pas mal des équipes discutent concernant l'existence ou non des récepteurs de ventoline, de salbutamol au niveau des nouveau-nés ou nourrissons, n'élimine pas ou n'est pas une raison pour ne pas les donner. Moi, personnellement, j'ai vu à Paris, dans un centre de référence niveau 3, certaines équipes donnent salbutamol pour ces nourrissons, mais ils ne cherchent pas grand-chose.
Et d'autres équipes, ils disent non, je ne vais pas donner parce que ce n'est pas recommandé. Donc, il vaut mieux garder les 5 raisons, c'est-à-dire garder la kiné respiratoire en cas d'encombrement, les 2 obstructions nasales qui comptent beaucoup, 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 beaucoup. C'est-à-dire avec des stérimars, des mouches bébés et tout ça. Et le salbutamol, franchement, il n'est pas du tout recommandé, même si certaines équipes l'utilisent. La cortico aussi, elle n'a pas montré son efficacité, mais certaines équipes le donnent et d'autres non plus. Mais il n'y a rien de consensuel au sujet de bronchiolite, comme j'ai expliqué dans le schéma précédent. Voilà. Voilà, c'est ici. Merci. Euh, concernant les médecins de l'intérieur, qui ne disposent pas des radios du thorax, est-ce qu'ils sont autorisés à nébuliser par ventoline ou l'adrénaline? Là, là, c'est compliqué parce qu'il vaut mieux qu'ils réfèrent rapidement les enfants dans des centres qui sont bien équipés. Pourquoi? Parce que le fait de donner, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de donner des bêta-2 mimétiques, des salbutamol à un enfant qui présente une myocardite ou un pseudo-asthme cardiaque, ça risque d'aggraver les choses. Donc, rien que par radiothorax, tu tombes sur une cardiomégalie, donc tu vas dire ah, attention, ou bien par l'examen clinique, ou bien par l'interrogatoire, la maman te dit à chaque fois qu'il prend son biberon, il a des difficultés à compléter, il est dyspnéique et tout ça. Donc, tu dois faire doucement. Donc, tu peux donner l'oxygène, tu peux faire de traitements symptomatiques en attendant de l'évacuer l'enfant rapidement et de donner aussi, si tu suspectes une cause de cardiopathie, il vaut mieux donner une ration de base réduite, c'est-à-dire les 2/3 d'une ration de base complète. Et de le référer rapidement en centre de côté, ils vont faire radiothorax. S'ils suspectent une cardiopathie, ils vont le référer rapidement. Mais sinon, et le tableau est typique d'une bronchiolite, ils vont le nébuliser et après, il va s'améliorer ou bien lui donner de l'oxygène avec des obstructions nasales et les choses passent correctement. Voilà. Oui, docteur Sidina? Allô? Oui, bonjour. Allô? Bonsoir. Oui. Allô? Oui, vous m'entendez là? Oui, 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 je vous entends. Bonsoir. J'ai quelques questions et des remarques à poser à notre collègue docteur Abbas. J'ai quelques questions. Ils sont au nombre de 4 questions. Oui, oui, oui. Ma première question, ou une remarque, j'ai remarqué que le docteur Abbas a commencé par le détresse respiratoire sans nous parler d'abord sur le contexte. Par exemple, le détresse respiratoire aigu est différent du détresse respiratoire chronique. Bon, en tout cas, chez l'adulte, les étiologies ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il ne fallait pas penser comme ça? Mode d'installation, durée d'installation, et en fonction de ça, on évoque des hypothèses. Je ne sais pas grand-chose sur l'enfant, mais c'est comme ça chez l'adulte. Deuxième question, je vis sur ces premiers diapos, le wheezing. Il a parlé de wheezing, il a mis nébulisation. Est-ce que devant tout wheezing, on nébulise? Parce que le wheezing, on sait que c'est une obstruction, une compression peut-être des trachées ou du larynx. N'est-ce pas? Est-ce que si on a par exemple des adénopathies qui sont compressives sur la trachée, vous m'entendez? Oui, oui, j'ai bien entendu, j'ai noté ça. Okay. Je vais vous répondre. Est-ce que si nous avons des adénopathies compressives sur la trachée, on doit nébuliser? Ça sert à quoi? Ma troisième question, ça revient sur le détresse respiratoire aigu. On sait que chez l'adulte, il y a plusieurs étiologies qui sont connues, le pneumothorax, pneumopathie massive, asthme aigu grave ou asthme en exacerbation, vous avez parlé de ça. Mais aussi, il y a des causes
des pathologies, des pathologies vasculaires pulmonaires, telles que l'embolie pulmonaire et l'OAP. Est-ce que ces causes se retrouvent chez l'enfant, selon votre quotidien en pratique? Vous avez cité votre question. Vous avez cité, vous avez cité le corticoïde, vous avez cité plusieurs façons, qui est un nom commercial, mais c'est du prédnisolone. Il fallait peut-être nous parler de d'autres corticoïdes, d'étaméthasone, dexaméthasone, de posologie chez l'enfant. Maintenant, pour l'asthme, je reviens sur l'asthme. L'asthme en exacerbation. Vous avez parlé de traitement de crise, salbutamol à dose pédiatrique, en nébulisation, corticoïde bas systémique. Mais chez certains individus, certains malades, ils peuvent ne pas répondre en cas d'asthme aigu grave. Le signe de gravité peut persister malgré plusieurs séances de nébulisation. Dans ce cas, est-ce qu'en pédiatrie, vous utilisez des anticholinergiques, le bromure dipratropium, par exemple? Bien sûr, ou bien de l'atrovent. C'est le nom commercial, l'atrovent. Bien sûr, le principe actif, c'est bromure dipratropium. Oui. Mais est-ce que vous utilisez ça? Parce que je n'ai pas vu ça dans votre présentation. On ne l'utilise pas ici parce qu'il n'est pas disponible du tout. Il y avait une quantité très limitée, je me souviens, en une année, qui était disponible pendant. Mais par la suite, il y avait une rupture, comme ici en Mauritanie, il y a toujours une rupture de traitement. Je vais vous répondre par contre. C'était mes questions, je tends vos réponses. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Merci. Voilà. La première question, c'était sur Oui, j'ai noté. La détresse chronique aiguë. Oui. Apparemment, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les différents, l'asthme ou bien les détresses respiratoires chez l'enfant est bien différent parce que chez l'enfant, on insiste beaucoup sur l'âge. C'est pourquoi moi, j'ai commencé en citant la détresse respiratoire aiguë et par contre, j'ai préféré de mettre les autres étiologies de chronicité, de détresse respiratoire comme des diagnostics différentiels pour ne pas vous embêter. C'est-à-dire, j'ai parlé bien sûr de laryngite et tout ça, mais par contre, j'ai mis les éléments, les autres étiologies. Comme dans l'asthme, j'ai parlé de l'asthme et j'ai mis les autres étiologies de chronicité comme la mucoviscidose, la maladie cellulaire, l'anomalie de l'arc et tout ça. Même les causes vasculaires dont vous avez parlé, je les citées. Mais je ne peux pas être exhaustif, mais je vous assure que chez l'enfant a ses particularités. Ça n'a rien à voir avec l'adulte. Pour le wheezing, bien, je reviens au plaque suivant. Voilà. Parler de cette image, j'ai noté wheezing et j'ai dit nébulisation bêta-2 mutique. Le plus souvent, il fallait voir ça, le plus souvent, je vais dire. Parce que je sais très bien ici, en citant le plus souvent, parce que je sais qu'il existe des pseudo-asthmes cardiaques et qui contre-indisent, qui représentent une contre-indication à donner d'une nébulisation. Bien sûr, avec l'âge et la symptomatologie et les éléments cliniques, si on suspecte de la bronchiolite, plutôt l'asthme, on nébulise devant des sibilants de noix, mais si on suspecte ou qu'on a des éléments plutôt cardiaques, il vaut mieux ne pas donner ou pas du tout. C'est interdit. Je reviens aux questions de l'adénopathie, c'est la trachée. Bien sûr, si les autres, la raison de donner de nébulisation du salbutamol, c'est en cas de sibilant, en éliminant toute cause cardiaque, vous êtes autorisé à nébuliser, comme j'ai cité dans le cas clinique numéro 3. L'enfant, il présentait des séquelles de virose, mais malgré tout ça, il a répondu positivement au salbutamol avec corticoïde inhalé parce qu'on est ici devant des séquelles de virose et on a des obstructions qui répondent positivement au salbutamol et à la corticoïde inhalée.
Quatrième question, vous parlez de l'adulte, qu'il y a des détresses, l'embolie, l'OAP, les anomalies de l'arc. Voilà, que je n'ai pas parlé de ça, donc je reviens à cette plaque. Vous voyez ici, je préférais vous parler de l'asthme et vous citant les autres diagnostics différentiels parmi les causes vasculaires. J'ai bien ici marqué l'arc vasculaire trachéal. Voilà, ce sont des anomalies de l'arc qui imposent la réalisation d'un angioscanner avec l'écho-cœur pour pouvoir l'objectiver. Pour l'embolie pulmonaire, on ne le voit pas très souvent ou très rarement, pas du tout, ce n'est pas comme l'adulte. Mais par contre, l'OAP, et on le voit fréquemment, surtout en cas de cardiopathie ou de cardiomyopathie dilatée avec négligée, arrivée à un stade avancé. On a déjà les symptomatologies de l'OAP qui imposent toute une prise en charge exceptionnelle. Voilà, je pense que j'ai répondu à vos questions. Pour l'atrovent, vous avez parlé de l'anticholinergique de synthèse. Bien sûr, ce sont des alternatives qu'il faut y penser après l'utilisation de bêta-mimétiques et avec qui on a de très bonnes réponses, à savoir comme l'atrovent par exemple, mais ils ne sont pas disponibles. On est obligé de faire avec nos moyens et c'est qu'on fait, avec qui on trouve pas mal de résultats positifs. Docteur Sidina? Docteur Sidina? Merci beaucoup, docteur Abbas. C'est très important. Il y a une autre question. On va essayer avant de clôturer, prendre Doris Selmon. À vous la parole. Tu peux activer votre micro. Doris Selmon. Salam alaikum. Merci, docteur Abbas. Merci, docteur Sidina, pour cette présentation qui a été claire. أنا اللي كيف notre collègue نختار مولي زاد أنا j'ai fait un petit ajout les étiologies. Bien sûr, le sujet c'est un sujet vague. Et docteur Abbas, bien sûr, il a essayé de le focaliser sur les urgences qui sont plus fréquentes et qui peuvent nécessiter surtout la prise en charge urgente. Mais je voulais soulever les indications qui peuvent nous concerner, nous, en tant que des otorinaux, surtout les corps étrangers laryngés. Il a parlé des corps étrangers dans le cadre des corps étrangers bronchiques. Mais parfois, on a l'urgence de voir des corps étrangers laryngés chez des enfants. Et parfois, on a eu des... Sûr. Et ça, c'est l'extrême urgence. Donc, si on peut arriver voilà. à ce... Oui, docteur? Oui, je l'ai cité ici, le corps étranger laryngé, comme diagnostic différentiel de laryngite aiguë. Bien sûr, c'est fréquent. OK. Et pour les laryngites aiguës chez l'enfant qui peut exacerber une malformation déjà, par exemple, un enfant suivi pour une laryngomalacie ou suivi pour une palmyre laryngée ou quelque chose comme ça, qui peut décompenser, c'est des malades qui arrivent. Et donc, je voulais juste préciser le contexte. Parfois, un stridor laryngé chez l'enfant, qui peut être congénital même. Donc, dans ce cadre-là, tu vas penser à ce diagnostic. Pour nos collègues, bien sûr, aux urgences. Donc, ça peut aider au diagnostic. Donc, le sujet, c'est un sujet très vague. Et merci, Dr. Abbas. C'était clair. On la parole à Dr. Louis. Dr. Louis. Salam alaikum. Dr. Abbas, merci beaucoup pour cette présentation. أنا عندي deux questions. Bon, peut-être je n'ai pas pu assister à la présentation كاملة de la connexion. Quelle est la place quelle est l'indication de quand est-ce que la bronchoscopie est indiquée ou est-ce qu'elle est disponible en Mauritanie? Est-ce qu'elle من درك أنا خارج موريتاني وشفتم اللي ظاهرة خارجة عند بعض الأمهات
انهم يعود عندهم انابيليزاتور ا دوميسيل بالدار. واشاك فوا يعود لانفان عنده اون ديتريس ريسبيراتوار سيرتو انهم فاتوا مرات كاسو الطب. اشاك فوا يعود لانفان ولا خولا كاع ما كتقيس الطب عنده ديتريس ريسبيراتوار ينيبيليزو هما ومنين يتخمم اللي يحك بون بور كاع سي بون كافيهم كاع ما يجيش الطب. نبغي نتكلم لي شويه عن هذه الظاهره بين الله حطيناها في التشريح. ميرسي بوكو. Merci, c'est clair. Pour la bronchoscopie, comme j'ai noté tout à l'heure lors de la présentation, bien sûr, il y a récemment, depuis une année, une équipe dont un ORL, je pense le docteur Chérif, si je ne me trompe pas. Lui, il fait de très bonnes bronchoscopies type rigide. On lui a déjà référé pas mal de corps étrangers avec extraction faite et une amélioration et sortie à domicile. Et donc, c'est rassurant, tellement rassurant et joyeux de voir ça. Parce qu'auparavant, vous savez tous que malheureusement, les gens crevent ici à cause des banalités, un corps étranger, alimentaire ou autre. L'enfant fait une obstruction totale, fait son emphysème, se complique par des abcès, tout ça en attendant l'évacuation ailleurs. Donc, franchement, c'est quelque chose qui est devenu de routine. Donc, n'hésitez pas juste à poser le diagnostic à temps. Surtout, comme j'ai précisé, quand on a l'âge de préhension, c'est-à-dire les enfants entre 1 et 3 ans qui étaient en train de jouer, un syndrome de pénétration, ils font des asphyxies. L'enfant qui était normal sans aucune symptomatologie, vous retournez à domicile, vous le trouvez en asphyxie ou le parent vous parle de ça. Et pneumopathie à répétition, tout ça, ce sont des éléments qui nous poussent à suspecter le corps étranger et ne pas hésiter à demander une bronchoscopie rigide. Voilà, pour la deuxième question, vous avez parlé de que certaines mamans utilisent des nébulisateurs à domicile. Nébulisateur à domicile pour un enfant asthmatique connu, c'est pas grave. C'est-à-dire, ça fait partie de la prescription. C'est-à-dire, c'est peut-être si c'est un enfant confirmé asthmatique pour qui, avec le retour tout le temps aux urgences, son médecin prescripteur, un pédiatre, peuvent lui donner du salbutamol en nébulisation, de corticoïdes de forme inhalée. Et si jamais il y a des crises, ils peuvent utiliser du salbutamol, par exemple, au moment des crises, à domicile, avec chambre d'inhalation. Ça ne pose pas un problème. Mais si la crise persiste, il doit consulter aux urgences. Par contre, je dis bien que le fait de donner ça à son frère ou autre qui n'est pas du tout asthmatique ou qu'on n'est pas sûr et qui n'a pas été diagnostiqué, ça, c'est franchement catastrophique. Et ça fait partie des erreurs ou des fautes que les parents font malheureusement. Mais on ne doit jamais utiliser un nébulisateur pour un enfant qui n'est pas du tout asthmatique. Il peut s'agir d'autres étiologies et la nébulisation risque d'aggraver les choses. Mais si c'est un enfant asthmatique, avec prescription d'un médecin pour un nébulisateur, il peut bien l'utiliser à domicile. Ça ne pose pas de problème. Voilà. Docteur Sidina. Docteur Sidina, si vous permettez une petite intervention. Je sais qu'on a déjà dépassé le temps. 1 minute, 30 secondes. Allô? Docteur Abbas? Docteur Abbas? Allô? Docteur Abbas? Oui, je vous en. D'accord. Anna, juste pour commenter commenter sur. Bon, je vous remercie pour la qualité de la présentation qui a décortiqué une question très vague d'étiologies différentes, beaucoup d'étiologies, beaucoup de candidatures différentes, donc c'était bien fait. Juste par rapport à votre remarque qui
les pédiatres n'ont pas pris leur part de la présentation. Nous on encourage des spécialistes à nous rejoindre dans ces activités scientifiques qu'on trouve intéressantes, que ce soit pédiatre ou autre. Donc, il n'y a pas de problème. Les pédiatres sont la bienvenue, les autres, les gynécologues, tout le monde. Donc, il n'y a pas de souci. Soyez donc rassurés, il n'y a pas de problème. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Dr Abbas, Dr Selmo, il a posé une question avant de clôturer. Est-ce que le matériel est disponible à l'hôpital Mère-Enfant? Il parle de la fibroscopie. Non, avant, ça existait auparavant. On avait une unité de bronchoscopie, mais malheureusement, ça n'a pas duré parce que par la suite, ils se sont déplacés. Actuellement, il y a celle à l'hôpital Zaïd, il y a du matériel, mais pour l'expérience, généralement, je ne peux pas dire qu'il y a un seul qui les fait d'habitude, mais ils ne sont pas nombreux. S'ils ne sont pas deux, pas plus. Au privé, ça existe, mais pas à notre hôpital. À Zaïd, il y a le matériel. Ils sont en train Zaïd ou l'Amitié, ils sont en train de préparer pour avoir quelqu'un de fixe pour leur faire de l'interventionnel en cas d'urgence. Mais je sais très bien qu'au privé, ça ne pose pas de problème. Voilà. On va te poser une question classique. Un généraliste à l'intérieur, j'ai une détresse respiratoire. Dans une zone enclavée, on l'a reculé. Il ne dispose pas de moyens trop sophistiqués pour poser les diagnostics. Qu'est-ce que vous lui proposez comme geste pour bien mener et bien réussir la prise en charge initiale? J'espère que ce même médecin généraliste qu'il dispose d'une unité d'oxygénothérapie, parce que généralement, je pense que l'oxygène, il est partout. Si ce n'est pas par des installations lourdes, mais au minimum, il y a des bouteilles d'oxygène. Il faut juste, j'ai insisté beaucoup à l'utilité d'un saturomètre et je vous assure que ça ne coûte pas moins de 10 000 ouguiers. Imaginez 10 000 ouguiers pour sauver pas mal de vie. Donc, donner de l'oxygène aveugle, ce n'est pas du tout pratique, mais avoir un saturomètre, ça peut vous aider beaucoup. Et il faut qu'il soit, c'est-à-dire un vrai clinicien, c'est-à-dire c'est en fonction du signe. Dans ces cas, s'il s'agit d'un nourrisson, il doit rechercher les causes cardiaques rien que par l'interrogatoire, par l'examen, par l'interrogatoire, la notion de difficulté respiratoire au moment des tétés, l'oscille, est-ce qu'il n'y a pas de souffle, est-ce qu'il n'y a pas de signe d'OAP, tout ça. Et s'ils jugent que l'enfant du niveau cardiaque il est normal, ils peuvent, s'il a des moyens de nubiliser en cas de bronchiolite ou d'asthme, sans souci, il peut nubiliser. Il donne sa cortico pour évaluer. S'il suspecte une pneumopathie, il est autorisé à donner l'antibiothérapie avec un raisonnement correct et ça peut retentir, ça peut avoir des résultats positifs sur une pneumopathie par exemple. Donc, il peut s'améliorer au deuxième jour avant même qu'il ait évacué son enfant. Mais il s'agit de suspicion d'un corps étranger ou une cyanose dès la naissance ou suspicion de cardiopathie congénitale, tout ça, donc, vaut mieux qu'il fait le maximum pour préparer son évacuation et avertir ses collègues aux deux côtés, c'est-à-dire dans la région de passage et contacter aussi les équipes dans les centres de référence pour avertir les collègues concernés. Effectivement. Docteur Sedina? Être un très bon clinicien parce que le fait de voir une image radiologique. C'est pas facile. Image radiologique de pneumopathie qui contient de débile avec tableau digestif, c'est systématiquement, il faut évoquer une cause staphylocoque. Donc, je pense que sans trop tarder, oui, bien sûr.
remercier et à féliciter le Dr Abbas parce que vraiment, c'est un peu de qualité. Et vraiment, je vous remercie. Je remercie tous qui sont assistés à cette présentation. Malgré la distance qui ne sait pas, mais vraiment, c'était très, très intéressant et c'était pratique. On va essayer, Inch'Allah, de donner un rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah, avec peut-être les détresses respiratoires chez le nouveau-né en détail, parce que vraiment, c'est un chapitre et c'est un sujet extrêmement large et vaste, médico-chirurgical. Et sans trop tarder, je vous remercie. Les fréquences. Merci. Merci à vous. Docteur Abbas, avant de clôturer, s'il te plaît, oui. En parlant des détresses respiratoires des nouveau-nés, au niveau de l'hôpital, pour les atrésies choanales, est-ce qu'il y a une prise en charge rapide, adéquate faite à l'hôpital ou non? Ils sont pas aussi nombreux, heureusement pour nous. Mais on a des équipes d'ORL qui sont très coopératives. Et une fois qu'il y a des étiologies très évidentes, ils débarquent chez nous pour intervenir au temps. Mais comme vous l'avez noté, bien sûr, il vaut mieux avoir des équipes d'ORL à côté, dans un centre de référence pour pouvoir intervenir au temps. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire. On espère qu'avec tous ces projets, que les choses vont bouger positivement pour l'avoir. Ok, heureusement qu'ils ne sont pas fréquents. Merci. C'est une prise en charge un peu lourde. Merci. Merci Sidina et désolé à Merci beaucoup. À bientôt. Merci.